Bon, donc on va faire le point aujourd'hui de la vie intra-utérine et de son effet sur le comportement humain. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est bien sûr issu des connaissances accumulées par nous-mêmes et puis par d'autres sur le sujet. Mais comme les connaissances qu'on a sur le sujet sont très fragmentaires, c'est aussi issu de ma propre compréhension de tous ces éléments mis ensemble. Et surtout de la logique qui réunit ces éléments mis ensemble. Globalement, ça je vous l'ai déjà dit, mais la vie intra-utérine est comme cachée. Elle est un peu mise sous scellé, protégée, ce qui fait qu'on ne s'en souvient pas. Et on peut pourtant se poser la question de qu'est-ce qui nous est arrivé dans cette période, quand on accueille un bébé, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu. Et comme je vous disais, les réponses sont très, très limitées, mais quand même, beaucoup de chercheurs ont donné des indices ou des indications, ou même quelquefois des choses assez précises sur le sujet. Donc en fait, cette expérience, elle est reléguée très profond dans le subconscient, si profond, comme je le disais déjà, que quand on dit son âge depuis sa naissance et non pas depuis sa conception, comme si cette période était non seulement occultée, mais sans grande importance. Notre vie commencerait à la naissance, alors que dans la réalité, elle commence à la conception, et que toute la période de la conception jusqu'à la naissance revêt maintenant pour moi une très grande importance. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Parce qu'en effet, il y a des traces tout à fait repérables dans le psychisme humain et qui ne peuvent s'expliquer justement que par ce vécu de la vie intra-utérine. Et je crois qu'aujourd'hui, ces traces sont très importantes à considérer pour justement mieux comprendre ce comportement, pour permettre à notre humanité d'évoluer. Tenir compte de la vie intra-utérine, pour moi, devrait permettre à l'humanité, à notre humanité d'évoluer. Vous savez bien que quand on essaie de comprendre un comportement d'adulte, on se réfère à sa petite enfance, à son adolescence, et on dit ah bah oui, mais comme il a vécu ça dans le passé, voilà, on peut comprendre. Ça ne justifie pas, mais on peut comprendre. Bien, je crois que là aussi, à un degré de profondeur supérieur, comprendre la vie intra-utérine va permettre de comprendre des choses essentielles du comportement humain. Et quand on étudie la vie intra-utérine, on se rend compte qu'elle contient des réponses à un certain nombre de mystères. Et donc accéder à la vie intra-utérine, c'est accéder à la résolution d'un certain nombre de mystères. On va donc faire de l'archéologie psychique pour comprendre ce qui s'est passé dans ce lointain passé et essayer de voir quelles sont, comme en archéologie d'ailleurs, les traces directes et les traces indirectes. Il y a des véritables enquêtes que vous pouvez voir à la télévision sur ce qui s'est passé à Rome ou ce qui s'est passé en Grèce ou ailleurs, ou sur l'île de Pâques par exemple, où on avait des fausses idées et où toute une enquête a permis de comprendre que la disparition des hommes sur l'île de Pâques n'était pas du tout due aux guerres comme on l'avait pensé, mais à quelque chose de tout à fait différent. Et c'est une longue enquête archéologique et dans tous les sens du terme qui a permis de comprendre ça. Et donc là, on va faire de l'archéologie psychique. Alors, une fois qu'on aura essayé de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie intra-utérine, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de retrouver ce vécu, de recomprendre ce vécu? Est-ce que retrouver ce vécu permet de mieux vivre le présent? Permettrait de mieux vivre? Et si la réponse est positive, comment on va s'y prendre?
Donc tout ça, c'est des questions qu'on va plutôt se poser cet après-midi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais reprendre un certain nombre de choses que j'ai déjà pu dire par le passé sur la vie intra-utérine, mais je vais essayer de le préciser justement pour voir à la fin de cette journée si on ne deviendrait pas tous un peu des ingénieurs en recherche et développement pour essayer de mieux comprendre la vie intra-utérine et de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous-mêmes et puis peut-être pour d'autres. Donc, et voir si à la fin de cette journée, on met en route un programme de recherche. Ce qui veut dire que dans tout ce que je vais dire, s'il y a des choses qui vous intéressent, ou si vous dites, tiens, ça j'aimerais creuser, eh ben, gardez-le quelque part, parce que cet après-midi, on va peut-être s'en servir. Alors, on va réaborder la complétude, que certains d'entre vous ont déjà entendu un certain nombre de fois, mais je vais amener des précisions qui vont permettre peut-être aussi de mieux comprendre ce qu'on va voir tout à l'heure et qui est peut-être un peu plus complet que les autres fois, c'est les effets de cette complétude sur la vie humaine. Non seulement les effets négatifs, mais les effets positifs. Et comment est-ce qu'on peut se servir de cette connaissance, comme je le disais tout à l'heure, pour nous-mêmes mieux évoluer et peut-être que ça serve à d'autres. Alors, comme je le disais en archéologie, il y a les preuves directes puis les preuves indirectes. Et bien là, c'est pareil, on aura des preuves directes. Et les preuves directes, ben, c'est l'étude carrément de la grossesse, de la vie intra-utérine, de l'embryologie. Et puis, il y aura les traces indirectes, qui est ce que ça laisse dans le psychisme et qu'on peut retrouver comme ça, comme un fil conducteur dans le psychisme humain, quand on étudie le psychisme humain. Alors l'expérience de la vie intra-utérine, les données directes, bah, j'en ai déjà parlé, il y a tout ce que le professeur Delassus avait créé à Versailles en maternologie, et il avait appelé l'expérience de la vie intra-utérine la totalité vitale. Il y a aussi quelque chose dont je vous ai déjà parlé, qui reprend un certain nombre de recherches qui ont été faites dans le monde entier dans le film de Bernard Georges, paru en 2005, qui s'appelait Le Monde selon Bébé. Dans ce film, on voit d'ailleurs une femme qui était au CNRS, qui s'appelle Marie-Claire Busnel, et puis d'autres, et qui a beaucoup aussi travaillé sur la vie intra-utérine, qui est une femme qui travaille encore sur la vie intra-utérine à Paris. Voilà, et dont les travaux sont intéressants à considérer pour comprendre la vie intra-utérine. Les données indirectes, ben, je vous en ai dit un petit mot, c'est l'étude du psychisme humain, et c'est ce qu'on verra dans une deuxième partie. Alors, si on regarde ce que dit l'embryologie cette fois, l'embryologie, elle étudie comment, à partir d'une cellule, se construit ce petit bébé qui va naître à 9 mois en principe. Donc c'est une étude physique du corps cellulaire. Ce qu'elle dit, c'est que la construction de ce corps est à l'image de la grande construction de la vie. C'est-à-dire qu'on retraverse, à travers l'embryologie, toute l'histoire des règnes, du minéral, végétal, animal, humain, résumée dans ces 9 mois. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on retraverse 4,6 milliards d'années en 9 mois, ou même 13 milliards d'années si on considère le début de la vie avec le Big Bang, et non pas avec simplement la création de la Terre. Donc c'est une traversée de toute l'histoire de l'évolution, et c'est un résumé complet et actualisé. C'est-à-dire que toutes les inventions qui ont eu lieu pendant ces 4,6 milliards d'années ou 13 milliards d'années, mais considérer 4,6 suffit, elles sont inscrites dans le patrimoine génétique, dans tous les pas qui ont permis l'évolution. Ce qui a amené à une impasse n'est pas perdu d'ailleurs, est repris de façon différente dans la mémoire chromosomique, mais là je ne vais pas en parler. Rien n'est perdu, tout est conservé, mais il y a quelque chose qui est conservé de façon, on va dire, plus utilisable, c'est tout ce qui a permis l'évolution, tout ce qui a vraiment permis de franchir une difficulté et de passer à la suite. Et tout ça, c'est actualisé dans le bébé qui naît à l'âge
dans l'année de sa naissance. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés il y a, je sais pas, 2000 ans, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Plutôt ceux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 2000 ans. Enfin, c'est la même chose. Et donc, Pardon, je peux poser une question? peut-être après. Et donc, on peut considérer que le corps humain, l'embryologie, profite de toutes les innovations qui ont eu lieu pendant tous ces milliards d'années. Alors après, il y a une autre question qui se pose, c'est, ok, le corps, bon, on le voit à travers le microscope, à travers l'étude de l'embryologie, des tissus, des marqueurs, etc., etc. Mais le psychisme, eh ben, le psychisme, on n'a pas de microscope pour l'instant. Donc on est démuni. Donc en ce qui considère le psychisme, on aura soit des moyens d'exploration des profondeurs du psychisme humain à travers certains types de psychanalyse, soit l'observation du bébé à la naissance, mais ça donne assez peu de renseignements, soit les effets indirects. Et là, ça donnera beaucoup de renseignements. Donc on n'a pas encore des moyens d'exploration très précis, très puissants, comme je le disais tout à l'heure. Alors qu'est-ce que dit la gynéco-obstétrique? La gynéco-obstétrique, elle dit qu'à travers l'étude de la grossesse, qu'il y a une symbiose mère-enfant. C'est-à-dire que le bébé et la mère font un. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux, en principe, pour nous, il y a quand même deux organismes. On dit la mère, on dit le bébé. Et donc, on voit bien qu'il y a un deux. Mais en fait, ce deux, pour la gynéco-obstétrique, c'est un. Ce qui arrive au bébé arrive à la mère, et ce qui arrive à la mère arrive au bébé. Donc, il y a quelque chose qui est un peu difficile pour l'entendement, c'est ce 2 en 1 et ce 1 en 2. Comme je l'ai déjà développé ailleurs, on peut montrer que, en fait, l'arrivée de ce bébé dans le ventre de sa mère va modifier toutes les fonctions maternelles, les fonctions digestives, la fonction sexuelle, la fonction locomotrice, la fonction cognitive, la perception, va modifier. Comme si cette union créait une modification complexe de ces deux organismes en un et qu'ils fonctionnaient de façon différente d'avant. Ne serait-ce que le fait que les goûts alimentaires changent et que c'est quelque chose d'extrêmement surprenant quand on sait comment les goûts alimentaires sont construits, que les goûts alimentaires changent entre avant la grossesse et pendant la grossesse, brutalement, c'est extrêmement surprenant quand on sait comment c'est construit. Donc il y a des modifications profondes qui s'expliquent parce que ces deux entités, bébé et mère, tout d'un coup font un avec un fonctionnement différent. Donc on voit bien qu'il y a réellement là quelque chose qui est de l'ordre du surprenant d'un point de vue biologique, mais du très intéressant du point de vue de la compréhension de ce qui se passe dans la vie intra-utérine. Pour nous, à travers la préparation qu'on a développée, la préparation à l'accouchement qu'on a développée, à la naissance qu'on a développée, on sait bien que dans l'expérience de l'accouchement, la femme qui arrive à être dans l'ici et maintenant de ce qui se passe réellement entre elle et son enfant, perçoit son enfant, et qu'elle perçoit cette unité. C'est-à-dire que l'exploration du fonctionnement psychique des femmes qui accouchent, j'allais dire, dans une certaine conscience, elles perçoivent leur bébé. Donc on voit bien que cette unité, elle est au-delà du corps, elle est même au niveau du psychisme. Mais ça aussi, c'est peut-être des voies de recherche dont on parlera cet après-midi. Et puis, il y a quelque chose que tout le monde connaît, qui est l'aptonomie. Et l'aptonomie, elle dit quand même une chose simple, elle dit on peut très bien rentrer en contact affectif avec son enfant avant la naissance. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, à travers une certaine attitude intérieure et des gestes extérieurs, de rentrer en contact et que l'enfant réponde à cette affectivité. Après, qu'est-ce qu'en dit la médecine? Donc la médecine, elle va, elle, non plus parler simplement du côté de l'embryologie, mais elle va parler du côté du fonctionnement humain, du corps humain. Et bien là aussi, on retrouve ce qu'on a dit à propos de l'embryologie, c'est qu'on retrouve actualisé dans le corps humain aujourd'hui toutes les inventions qui ont eu lieu avant. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le présent ce qu'on a vu se construire dans l'embryologie, ce qui est logique. On a vu
un être se construire à travers toutes les innovations de 4,5 milliards d'années, et on constate qu'en effet, c'est vrai quand on regarde le corps humain. Le sang chaud, l'humain a le sang chaud, inventé il y a combien, c'est 65 millions d'années par un certain nombre de petits animaux. Mais en plus, si on s'intéresse non pas simplement au corps et au fonctionnement du corps, mais comment fonctionne la fonction, quelle est la fonction, on retrouve dans toutes les fonctions humaines les traces de comment cette fonction était prise en compte par le végétal et par l'animal. C'est-à-dire que chaque fonction contient le niveau d'expérience de ces mêmes fonctions dans les règnes précédents. Je vais m'en expliquer. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si on prend la sexualité, par exemple, dans la sexualité, la reproduction n'est pas spécifiquement humaine. La reproduction a été inventée par le végétal, et donc, quand l'humain, dans la sexualité humaine, il y a un premier niveau qui est la reproduction, qui appartient à une invention végétale. Il y a une deuxième dimension dans la sexualité qui appartient à l'animal, qui est la détente d'une tension, l'assouvissement d'un instinct, d'une tension, et après, un rapport sexuel, il y a une détente. Ça, c'est typiquement animal. L'humain n'a pas inventé ça. Ce qui est spécifiquement humain, c'est le plaisir personnel et le partage du plaisir avec l'autre. Donc dans cette fonction-là, comme dans toutes les autres, on trouve une partie qui est une dimension inventée par le végétal, dont l'humain peut se séparer d'ailleurs, il peut avoir la contraception, une partie qui appartient à l'invention animale, et en ce qui concerne l'homme, deux parties qui appartiennent spécifiquement à l'humain. Et bien, si on regarde toutes les fonctions, on retrouve ça. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui, dans l'embryologie, reprend toutes les inventions précédentes, les actualise et amène un plus dans le règne suivant, qui est le règne humain. Et tout ça se construisant dans la vie intra-utérine, puisqu'on est sur le sujet de la vie intra-utérine. On aurait, comme autre moyen d'exploration de la vie intra-utérine, bien sûr, on a tout ce qui est la psychologie et surtout l'observation du bébé. Mais l'observation du bébé, c'est pas si simple. Et que la compréhension de ce que vit le bébé a beaucoup évolué avec Françoise Dolto et avec beaucoup d'autres depuis très longtemps, et que ça devient de plus en plus pertinent. Mais c'est pas très facile de savoir, en observant un bébé, ce qu'il perçoit, ce qu'il sent et ce qu'il vit. C'est très subjectif. Et donc, là aussi, les moyens d'exploration sont rustiques encore. On parle beaucoup du proto-regard, et chacun essaye de comprendre à travers ce proto-regard qu'est-ce qui se passe pour l'enfant et qu'est-ce qui se passe aussi pour les parents, mais que, comme vous le savez, c'est pas très facile à comprendre et à interpréter. Ce que je veux dire, que j'essaie de répéter, c'est qu'en même temps, on a plein d'éléments, mais en même temps, ils ne sont pas encore très précis. Ce qui n'empêche pas de faire un certain nombre d'hypothèses et d'essayer à travers de mettre en place ces indices, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'essayer de comprendre ce qu'indiquent tous ces indices mis ensemble de la vie intra-utérine. Il y a aussi l'observation, cette fois-ci, non plus du bébé à la naissance, mais du bébé dans son développement, avec ses compétences et ses incompétences. Et là, je vous rappelle l'article qu'il y avait eu dans Sciences et Avenir, qui reprenait un petit peu tout ce qu'on sait sur le bébé à la naissance, mais surtout après la naissance et un petit peu dans le ventre de sa mère. Ce qu'on sait globalement, c'est qu'il est très proche dans son fonctionnement du monde animal, donc ce qui corrobore bien le fait qu'il vient d'évoluer à travers tous les règnes et que le dernier c'est l'animal et qu'il est en train de passer d'animal à humain et qu'il vit comme l'animal dans l'instant présent, il vit comme l'animal tiraillé par ses instincts, avec la différence que le petit animal peut les satisfaire ou a une certaine autonomie pour les satisfaire et le petit humain pas. Il ne peut pas faire 10 mètres pour rejoindre sa mère. Donc il est comme l'animal, soumis à ses instincts et esclave de ses instincts, et que s'il n'arrive pas à satisfaire ses instincts, comme l'animal, il se sent en danger. Ensuite, les autres moyens pour explorer la vie intra-utérine, c'est l'exploration des profondeurs du psychisme, puisque j'ai dit tout à l'heure, justement, la naissance, elle est
enfouis dans le subconscient profond, et que donc explorer à travers des moyens les profondeurs du psychisme humain, c'est peut-être pouvoir s'approcher de la naissance à travers les types de psychanalyse que nous avons développés, que vous développez plutôt. Et que là, on a en particulier, à travers ces types de psychanalyse, accès à ce qu'on appelle les traumatismes, que vous connaissez très bien, dont d'autres ont parlé, Autoran en avait parlé il y a bien longtemps, le traumatisme de la naissance. Donc c'est pas quelque chose qui était inconnu, c'est pas quelque chose qui n'est pas une découverte sur zéro, c'est quelque chose qu'on connaissait, qui s'est affiné avec la psychanalyse, mais qui sont des choses connues. Et donc ces chocs traumatiques, ils vont être intéressants pour essayer de comprendre la vie intra-utérine, puisqu'ils vont être des pertes. Et que, bien évidemment, pour perdre quelque chose, il faut l'avoir possédé. C'est qu'on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, si on considère qu'on a perdu quelque chose, c'est qu'on l'avait. Et donc, si, au moment de la naissance, on perd quelque chose, eh bien, on peut dire que si on identifie ce qu'on a perdu, on sait ce qu'on avait. Donc, vous voyez, ça, c'est la preuve par l'inverse. Et donc, cette exploration des profondeurs et des traumatismes, de ces chocs traumatiques, le choc traumatique, c'est une incohérence, justement, entre le monde précédent de la vie intra-utérine et le suivant, qui est la vie humaine. Et la douleur des traumatismes signale le gouffre qui sépare les deux mondes. Et que donc ça va produire bien, une nostalgie d'un paradis perdu, puisqu'on a été obligé de... Quand on a perdu quelque chose auquel on tenait, eh bien forcément ça crée une nostalgie. Ou un oubli. Alors, les approches régressives, ben, je vous en ai dit un petit mot. J'ai parlé d'Autorank, mais il y a aussi Janov qui avait écrit sur le cri primal. Et voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui sont dans la littérature. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vie intra-utérine? Si on voulait essayer d'apercevoir à travers tous ces indices qui sont, comme je le disais, encore pas très précis, si on voulait essayer d'apercevoir comment on peut résumer la vie intra-utérine, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une situation tout à fait particulière puisque elle correspond à la construction physique et psychique d'un individu en partant de quasi zéro, d'une cellule. Et qu'elle récapitule toutes les inventions de 4,6 milliards d'années, actualisées jusqu'à ce jour. Et ça, c'est très important à comprendre. Comme si la vie nous disait, voilà tout ce qui a eu lieu, ça en est là. Si elle nous dit ça, c'est peut-être pas pour rien. Donc la vie intra-utérine fait ça. Et l'embryologie le dit. Et la biologie maternelle qui est autour, la biologie maternelle qui entoure cette vie en train de se construire, elle apporte tous les ingrédients à cette construction, seconde après seconde, sans aucune absence, pendant 9 mois. C'est-à-dire que là, on regarde les choses non plus simplement depuis le vécu de la vie intra-utérine, mais depuis l'autre facette, qui est ce qui est en train de construire cette vie. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette vie en train d'amener tout ce qu'il faut à le construire? Et ça va faire partie de l'expérience aussi. Bien sûr, ce sont deux facettes de la même chose. On va arriver aux mêmes choses. Mais il n'y a pas que le bébé. Le bébé est dans un environnement, et cet environnement est une présence qui, seconde après seconde, amène tous les ingrédients à la construction physique et psychique. C'est comme si donc, on pourrait dire, qu'il baigne dans un amour prévenant, ce que de la suite appelée la totalité vitale, qu'on peut appeler aussi totalité originelle, des origines, ou que moi j'appelle complétude. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, à travers le corps de la mère, l'enfant reçoit la vie, et que donc pour lui,
vraisemblablement, ce n'est pas encore une mère au sens d'une mère humaine avec un prénom, mais c'est la vie en train de le construire. Et dans les traditions, ça s'appelle la mère universelle. La mère universelle, c'est ce qui donne la vie. De ce point de vue-là, on peut considérer que la Terre est la mère universelle. Il y a plusieurs façons de voir la mère universelle. Mais qu'en même temps, il y a une très grande intimité entre cette mère universelle, cet amour qui le construit, et lui-même. On l'a vu à travers la biologie, on le retrouve aussi à travers les moyens d'exploration des profondeurs du psychisme. Il y a quelque chose qui est un bain. Il n'y a pas de séparation. C'est un bain qui a lieu. Ce bain, je le traduis par intimité avec la vie qui le construit. Et donc cette intimité, elle donne un sentiment d'immensité, parce que c'est tellement immense toutes ces inventions qui ont eu lieu, c'est tellement précis, c'est tellement une construction d'horloger que l'enfant baigne dans quelque chose qui est la vie, tout simplement. La vie à l'œuvre, dans son immensité, dans sa capacité, dans sa puissance, dans son amour, puisqu'il reçoit l'amour à travers la construction de son être. Et donc, ce qu'on peut essayer de comprendre à ce moment-là, et qu'on retrouve aussi dans les moyens d'exploration des profondeurs, c'est que, du coup, c'est son trésor. Cette expérience, elle est tellement puissante, elle est tellement vivante, elle est tellement vraie, que c'est son trésor. Et donc, l'enfant, quand il va arriver à la naissance, va se présenter devant la naissance, il arrive avec ce trésor, avec ce vécu-là. Alors, il y a une question qui se pose, parce que il y a des arguments qui pourraient maintenant nous faire dire que non, il y a des choses qui semblent en totale contradiction et que vous connaissez peut-être très peu. Ce sont ce qu'on a appelé les empreintes prénatales, qui ont été développées par quelqu'un qui s'appelle Claude Imbert. Alors, je vais vous dire un petit peu un mot de ces empreintes prénatales, qui sont de l'ordre des traumatismes. Hein. Donc, c'est de l'ordre des blessures, c'est pas de l'ordre de ce que je développe là. Et donc, ces empreintes prénatales, cette mémoire prénatale, elle dit que nous portons des blessures depuis la vie intra-utérine. Voilà. Que même en l'absence d'organes d'essence très développés, eh bien, la conscience du bébé capte des informations, enregistre, évalue ces informations dans l'utérus et dans l'environnement immédiat de sa mère. Et que s'il y a des moments difficiles, des émotions et des choses un peu fortes qui se bousculent, et le submergent avec, par exemple, le sentiment d'abandon, de rejet, de ne pas être conforme, de culpabilité, eh bien il n'y a personne pour le protéger et il est obligé d'essayer de trouver une solution à ces chocs. Et en l'absence de compréhension, parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe, eh bien, cet événement douloureux va se marquer de façon très puissante, comme dans le marbre, et va être réactualisé parce que nous connaissons des traumatismes, et que donc le sentiment de dévalorisation, de perte d'estime de soi, d'être sans importance, tout ça va marquer dans la vie intra-utérine, pour Claude Imbert, et ensuite se répéter à travers les traumatismes. Et donc ça veut dire que des choses que vous connaissez bien, qu'on retrouve ici dans les enquêtes, c'est le sentiment de j'ai pas de valeur, je ne suis pas digne d'être aimé, j'ai fait quelque chose de mal, je mérite d'être puni, j'ai pas de... Enfin voilà, toutes ces choses de dévalorisation, de perte d'estime de soi qu'on retrouve régulièrement. Alors les mémoires prénatales, selon Claude Imbert et d'autres, c'est comme des poupées russes. Et ces poupées russes, elles sont sur trois croyances principales limitantes. C'est la dévalorisation, le manque d'amour de soi, une perte de sa propre valeur,
C'est important à comprendre pour nous ça. Le manque d'amour pour soi, d'estime de soi, d'amour pour soi, et la culpabilité. Tu peux les redire, s'il te plaît? Oui. La dévalorisation, mais tout est enregistré, hein, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube, en principe. La dévalorisation, le manque d'amour de soi et la culpabilité. Et puis là-dessus vont se greffer des scénarios de survie, bien sûr. Alors, on pourrait dire, bah alors, il y a un problème, quoi. Tu nous dis qu'on vit la complétude, et puis là tu nous dis... Ben en fait, pour comprendre qu'il n'y a pas d'opposition, il faut le voir sous au moins deux aspects. Le premier aspect, c'est que dans ces mémoires s'inscrit la douleur qu'a subi un être. Moi, je parle de l'être, de ce qu'il vit, et là, on parle de ce qu'il vit de négatif. Moi, je parle de ce qu'il vit de positif. C'est-à-dire, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis, oui, mais ça arrive à cet être-là. Et moi, je parle de cet être-là qui vient de traverser toute l'histoire de la vie, et cet être-là, voilà ce qu'il a vécu. Et cet être-là, il lui arrive un certain nombre de choses. Vous comprenez ça? Elle dit, voilà ce qui arrive à cet être, moi je dis, voilà l'être. Mais on parle toujours du même, mais sous deux aspects différents. Et la deuxième chose qui pour moi est importante, c'est que même si ce vécu est enregistré dans la vie intra-utérine, mais il est activé à la naissance. C'est-à-dire que ce qui intéresse, ce dont il a besoin dans la vie intra-utérine ne correspond pas à ce dont il aura besoin quand il sera sorti du ventre de sa mère. Et quand il sera sorti du ventre de sa mère, là il aura besoin de trouver le moyen de se réunir à sa mère, donc de tenir compte du fait qu'il n'était pas désiré. Mais dans le ventre de sa mère, il n'est pas en contact avec sa mère au sens prénom, au sens personnalité. Il est en contact avec la vie en train de le construire, ce que j'appelle la mère universelle, pour reprendre les traditions. Et donc, il n'a pas besoin, pour survivre, de tenir compte de ces traumatismes, de ces choses douloureuses. Qui plus est, si quelque chose de douloureux, troisième chose, si quelque chose de douloureux arrive pendant la grossesse, par exemple un enfant non désiré, mais à la naissance, cette femme ou cet homme ou ce couple s'est réconcilié avec ce non-désir et s'est apaisé, l'enfant subira un choc minime. Vous comprenez? Donc, il y a trois choses, c'est que, moi je parle de l'être, elle parle du choc que reçoit cet être. Moi ce que je dis, c'est qu'en fait, oui, ça s'inscrit dans la naissance, mais ce n'est activé, si on peut utiliser ce terme, qu'à la naissance. Et troisièmement, si le choc a eu lieu pendant la naissance, mais qu'il y a eu une réconciliation du couple ou un apaisement par rapport à cette douleur, ça a très peu d'effet, parce que c'est au moment où l'enfant sort qu'il a besoin de trouver une solution par rapport à la solution, par rapport à la relation avec ses parents depuis à la naissance. Vous comprenez ça? Donc il n'y a pas pour moi d'opposition entre les mémoires prénatales, l'empreinte prénatale et ce que je suis en train de dire sur la complétude. Alors si vous avez des questions, on peut, puis après je continuerai. Tu avais une question, Annie? Moi, c'est simplement pour que je n'ai pas trop compris. Tu dis que dans la vie intra-utérine, on retraverse tout et qu'on est mais tu dis aussi qu'on traverse des impasses. J'ai pas bien compris. Non, pas les impasses. Pardon. On ne retraverse pas les impasses. On ne retraverse pas, mais c'est inscrit, ce que j'ai compris, hein, c'est inscrire nous. Oui, parce qu'il n'y a pas d'impasse en fait. C'est plus compliqué. Il n'y a pas d'impasse. Si on prend par exemple le fait que nous sommes, notre branche d'homo n'a pas fait suite à Néandertal, non pas Néandertal, justement à l'autre. Cro-Magnon, non, si Cro-Magnon. Non, Néandertal, pardon, oui, c'est ça. Nous sommes des Cro-Magnons, mais Cro-Magnon n'est pas issu de Néandertal. Donc on pourrait dire Néandertal a été une voie de garage, puisqu'il s'est éteint, et que Néandertal a pris. Mais en fait, tout ce qui est de Néandertal, on le retrouve quand même quelque part dans les gènes humains. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une impasse, d'un autre côté, toutes les inventions ont quand même été reprises. Ce qui nous paraît une impasse vue depuis l'extérieur n'est pas une véritable impasse. Tout a servi. Tout sert.
Mais il faut avoir, il faut aller. Par exemple, il y a une autre façon d'observer ce qui nous paraît des catastrophes et qui en fait n'en sont pas. Et c'est ce qu'on a développé ici dans la phylogénèse, où quand on a étudié avec Laurence les grandes crises, et au moment des grandes crises, la vie semble disparaître. La plupart des espèces, il y a même ce qu'on appelait la snowball Earth, où il n'y a pratiquement plus rien sur Terre. Et en fait, on sait très bien maintenant que ces épisodes qui ont été dévastateurs, elles ont permis l'évolution de la vie, mais vraiment l'évolution de la vie, de permettre de faire émerger une autre façon d'être, une autre façon de vivre, d'autres solutions. En tout petit, avec beaucoup de pertes, mais d'autres solutions. Donc ce qui paraît une destruction d'un côté a permis l'émergence de solutions nouvelles de l'autre.